Deuxième partie de Balzac. Au niveau humain, aux traits 3 et 4, il est question de la poutre fêtière, qui prend forme, emblématique de cette énergie 28 grand excès. L'hexagramme dérivé du deuxième yang est 47 épuisement, où l'on mesure ses forces. Démesuré pour Balzac dans la confrontation avec l'entourage, où la parole est mise à l'épreuve. Ce commentaire s'articule donc en deux mouvements liés. On est au troisième trait. Ça manque de lumière. On est au troisième trait. Ce commentaire s'articule en deux mouvements. D'abord la poutre fêtière ploie, ensuite fermeture. Étant donné le poids de son endettement, Balzac doit à nouveau solliciter l'aide financière de sa famille et de sa mère, qui lui trouve 10 000 francs d'urgence par une amie. À présent, Balzac cherche ouvertement à se marier avec une riche veuve. Au printemps 1832, ses tentatives de mariage avec mademoiselle de Trumilly et la baronne d'Herbrouck échouent. Ouvrant la chronologie de ce troisième trait, le 5 octobre 1831, Balzac reçoit la lettre d'une admiratrice anonyme. Intrigué, son intuition devine rapidement une noble. Une correspondance s'installe. Il découvre la duchesse de Castries, veuve et riche. Une première rencontre a lieu en février 1832. Balzac met tout en œuvre pour la conquérir, mais elle ne cède jamais, ni lors d'un voyage à Aix en août 1832, ni lors d'un voyage en Italie en octobre 1832, où il fait définitivement demi-tour dès Genève. Elle l'a mené en bateau, et Balzac s'en venge en 1834 dans La Duchesse de Langeais, dans son personnage, dont le premier titre fut « Ne touchez pas à la hache ». La poutre fêtière ploie. Il faut sentir le sens de la sentence dans ce qu'il vit là. Moi, je l'ai senti. Lancé dans le succès et sa gloire grandissante en France et en Europe, jusqu'à la Russie, Balzac continue d'accomplir son œuvre gigantesque. En 1832 et 1835, son immense puissance créatrice enchaîne les chefs-d'œuvre. Bien que fuyant les huissiers parisiens en juin 1832, il se réfugie chez des amis à la campagne où il écrit Louis Lambert en 6 semaines. Colossal. D'ailleurs, les éditeurs ne s'y trompent pas. En 1831, Balzac décroche un contrat de 27 000 francs pour 12 volumes des études de mœurs du XIXe siècle. Suivent entre autres La Duchesse de Langeais, Le chef-d'œuvre inconnu, Les 100 contes drôlatiques, Le colonel Chabert, Eugénie Grandet, Le père Goriot, La recherche de l'absolu, L'esquisse d'Ulysse de la Vallée et César Birotteau. Ok. Les traits 3 et 6 de grand excès sont en correspondance. Alors, je crois que je n'ai pas abordé ce thème-là et je n'avais pas prévu. Dans la figure des 6 traits, il y a toujours des traits qui parlent ensemble, qui communiquent ensemble, et certains s'opposent, certains... Et là, les traits 3 et 6 de cette figure 28 grand excès sont en correspondance, ils ont plein de points communs. Et le texte des traits a aussi des points communs, et donc on va retrouver ces points communs aussi dans la vie de la personne, très souvent. Voire toujours, si c'est parce qu'on ne voit pas où ils sont, mais ils sont là. Donc les traits 3 et 6 de grand excès sont en correspondance, ainsi que quelques événements de ce troisième trait se poursuivront dans le dernier. Le 28 juin 1832, Balzac reçoit une lettre anonyme venue de Russie, signée l'étrangère. Il ne l'ouvre pas immédiatement. Après quelques autres lettres anonymes et sans adresse, Balzac répond par l'intermédiaire de la presse, une petite annonce dans le journal de décembre 1832. Alors l'étrangère se dévoile peu à peu et trouve une astuce et une adresse pour correspondre. Piqué de curiosité, Balzac commence à se répandre en passion. D'Ukraine, Madame Hanska organise un voyage en Europe en famille. Leur correspondance fixe une première rencontre en Suisse en septembre 1933. Lors de cette quinzaine, Balzac fait la connaissance de la noble et riche famille Hanska, d'un mari âgé, d'une jolie femme. Sous un chêne, il obtient la promesse d'un baiser, puis rentre à Paris en diligence. C'est du Balzac. On est quand même un peu romantique à ce moment-là. Passionné, il veut absolument la conquérir, une correspondance enflammée devient hebdomadaire. Les lettres font les allers-retours. En diligence. Si c'est possible, sa puissance de travail redouble. Eugénie Grandet triomphe en décembre 1833. À Noël 1933, pendant 44 jours, Balzac effectue un second séjour auprès de la famille de Madame Hanska, à Genève, où elle cède enfin à l'amant.
Balzac ne parle à personne de son nouvel amour et conserve les lettres dans un coffret dont il a lui-même la clé sur lui. De retour à Paris, à la mi-février 34, sa puissance créatrice est à l'œuvre. Prolifique, il s'épuise aussi. Pourchassé par les huissiers, il a dû se trouver un second logement secret et ne peut rejoindre Madame Anska à Vienne qu'en mai 1835. Excessif en tout, Balzac y dépense 15 000 francs en 3 semaines. Il se fait parler marquis. De retour à Paris le 11 juin 1835, les amants ne se reverront plus pendant 7 années. De retour de Vienne à Paris le 11 juin 1835, une impasse se referme sur Balzac. C'est la sentence fermeture, la deuxième de ce troisième trait. Fermeture. Tout va se refermer pour Balzac. Étant donné que Balzac n'est pas à jour dans ses contrats littéraires, toujours payés d'avance, l'éditeur Bulloz a abusé de ses droits en publiant à l'étranger. Balzac lui intente un procès, qu'il gagne, mais Bulloz, homme d'influence dans la presse et les revues littéraires, fait déferler sur lui une avalanche de diffamation. N'ayant plus la presse avec lui, Balzac décide donc d'être propriétaire majoritaire d'un journal, c'est la Chronique de Paris. Tandis que son ami Théophile Gautier l'accompagne dans la rédaction du premier numéro de janvier 1836, Balzac organise des dîners d'influence. Fin 1836, malgré un travail acharné, Balzac jette l'éponge avec une dette augmentée de 40 000 francs. Afin de réduire ses dettes, il investit dans le papier pour ses propres rééditions. Dans le magasin, un incendie brûle tout. Les huissiers de Paris lui courent après. Balzac se cache, met en place des mots de passe, et le 27 avril 1836, il est pris par la police, il purge une semaine de prison. Sa santé commence à vaciller. Épuisé, il a des vertiges. Son médecin lui conseille du repos. En vain. S'échappant de Paris pour l'été 1836 à la campagne chez des amis, Balzac se remet à 15 heures d'écriture quotidienne. De nouveau, les chefs-d'œuvre fleurissent, pour apaiser ses dettes d'environ 140 000 francs. Lors des réceptions parisiennes, Balzac a rencontré la comtesse Guidoboni, Visconti, vers avril 1835. Il entreprend sa conquête après le départ d'Evelina Anska en août 1835. Leur relation dure 5 années. Il semble qu'un enfant de Balzac naisse d'elle le 20 mai 1836, Lionel Richard. D'origine anglaise, femme de plaisir et généreuse avec lui, Balzac l'immortalise dans le Lys dans la vallée. Voyant Balzac accablé, fatigué et épuisé, la comtesse Visconti organise un voyage en Italie pour qu'il lui règle ses affaires financières. Balzac part donc en Italie en juillet 1836, accompagné d'une jeune femme déguisée en homme, Caroline Marbouti. De retour à Paris, le 21 août 1836, les nouvelles ne sont pas bonnes. Son éditeur a fait faillite, Madame de Berny est décédée, Balzac se recueille aussitôt sur sa tombe et l'immortalise avec Madame de Morsauf dans le Lys dans la vallée. Le quatrième trait est le troisième yang. Son commentaire s'articule en 3 phrases. La poutre faîtière se déploie, ouverture, en rajouter gêne. L'hexagramme dérivé est 48 le puits, où les éléments nourriciers sont captés pour être amenés au jour, filtrés et partagés. Afin de régler définitivement les affaires financières de son couple, la comtesse Visconti propose à Balzac un second voyage en Italie. Seul Balzac part le 12 février 1837 vers Milan. À Venise, pendant une semaine, il écrit la nouvelle Massimiliadoni. D'aventure en aventure, son voyage dure 3 mois. Il est de retour à Paris le 3 mai 1837. Peu avant ce voyage, Balzac a trouvé un nouvel éditeur qui lui a versé 50 000 francs d'avance. N'ayant pas respecté les délais de livraison des écrits, ses dettes continuant, il fuit pour éviter la prison. Ainsi, au printemps 1837, Balzac vit incognito, sans sortir, avenue des Champs-Élysées, chez la comtesse Visconti. Sa puissance de travail se remet à l'œuvre démesurée, mais il y a une fuite. Les huissiers sont chez la comtesse, il faut payer sur le vif ou c'est la prison. La comtesse Visconti le sauve encore une fois. Alors Balzac met les voiles en Touraine chez d'autres amis. Et en 2 mois, il écrit César Birotteau, chef-d'œuvre d'un homme endetté.
À l'automne 1837, Balzac rentre à Paris, libre et jaloux, en meilleure santé. Joyeux, pas jaloux. C'est moi qui suis jaloux. En septembre, il achète un petit terrain avec une petite maison de campagne pour 4500 francs. Il ne veut plus qu'écrire au calme. Excessif en tout, quelques semaines plus tard, il a acheté plusieurs terrains autour et veut construire une grande maison. Il rêve de plantations d'ananas et de vignes de Tokai. C'est du vin qui vient de Hongrie et aussi qui vient du Frioul italien, où il y a mes racines. Et donc un vin blanc que je connais très bien, que j'adore. Convainc les Visconti de partager son projet. Non seulement les projets agricoles n'aboutiront pas, mais il a déjà dépensé tout l'argent de son dernier grand roman. Voilà une anecdote typique de 48 Le Puy, en hexagramme dérivé. Lors de son retour d'Italie, ah oui, ouais, alors je le dis autrement, je donne une illustration de comment ça marche l'hexagramme dérivé, ok, pour ce trait-là. Lors de son retour d'Italie en avril 1837, Balzac a dû attendre en quarantaine à Gênes, où il a rencontré un Italien, Pezze. Ensemble, ils ont échafaudé le projet d'acheter et de rouvrir les mines d'argent de Sardaigne. De retour en France, Balzac attend impatiemment des nouvelles de Pezzi, parti en reconnaissance sur l'île. Sans nouvelles, Balzac se décide enfin à un voyage pénible jusqu'en Sardaigne en mars et avril 1838 pour découvrir que l'Italien a commencé sans lui l'exploitation très rentable. En juin 1938, sans le sou, Balzac est de nouveau retour à Paris, épuisé. À son retour, la maison sur son terrain de la colline de Saint-Cloud n'est toujours pas achetée. Il manque quelques poutres. Il s'y installe quand même. Balzac dit « La maison est un bâton de perroquet ». C'est intéressant cette expression, je l'ai repris parce qu'on a l'image du perroquet sur un bout de bois qui représente la poutre faîtière, de la maison. Ici, il faut percevoir la poutre faîtière, c'est ce que je viens de dire. Octobre-novembre, sa maison ressemble à une cage à oiseaux vide, bâtie sur de la glace, sans fondation. Les murs des jardis s'écroulent 2 fois. Balzac s'est endetté de 100 000 francs pour les jardis, qu'il sera contraint de revendre pour louer une maison à Passy. Bon, en homme d'affaires, on a fait mieux. Au cours de cette période, le prolifique Balzac, ce buveur de café qui retouche entre 5 à 10 fois chaque texte, ça j'en suis incapable, a déployé sa grande puissance créatrice. Il a fini la seconde partie des Illusions perdues, œuvre à la suite des splendeurs et misères des courtisanes, au cabinet des antiques, un roman Béatrix, roman politique d'une ténébreuse affaire, le réalisme de la rabouilleuse, les mémoires des 2 jeunes mariés, la fausse maîtresse, Ursule Mirouet, Z Marcasse, j'ai pas lu ça, Pierrette, une fille d'Ève, les secrets de la princesse de Cadignan, la muse du département, le martyr calviniste, Pierre Gassou. Une douzaine d'études et la préparation du curé de village avec le médecin, etc. Le médecin de campagne, ça marche ensemble. À la démesure de cette liste raccourcie, il faut ajouter que Balzac a aussi écrit quelques pièces de théâtre, souvent bâclées, comme en témoigne son ami Théophile Gautier, avec le Vautrin de 1840. Au théâtre, Balzac n'a jamais trouvé le succès populaire et financier qu'il a escompté plusieurs fois. Parmi d'autres faits caractéristiques, de 48 Le Puy en hexagramme dérivé, Balzac participe au regroupement d'écrivains pour la défense de leurs droits d'auteur en écrivant le code littéraire de la Société des gens de lettres, qui existe encore aujourd'hui. Il y a à Bourg-en-Bresse Balzac tentant en vain de sauver la tête de l'assassin Pétel qu'il a connu. Ah oui, il y a un épisode comme ça, mais je ne l'ai pas développé. À la poutre faîtière se déploie au Jardy, succède l'ouverture. En 1840, Balzac est célèbre dans toute l'Europe. Il a déjà écrit une centaine de volumes, mais aussi contracté une dette de 200 000 francs. Cette ouverture de grand excès se signale par 2 faits majeurs, la comédie humaine et le décès du mari de Madame Anska. En 1840, Balzac veut de rechef tenir un journal, un hebdo, qu'il finance et rédige seul et qu'il nomme la Revue parisienne. Le succès n'est pas au rendez-vous du développement de ses idées.
Il cesse au bout d'un trimestre de labeur. Toutefois, 2 articles font date, encore aujourd'hui. C'est sa critique de Sainte-Beuve et son éloge de la chartreuse de Parme de Stendhal, qui est encore inconnue à ce moment-là, révélée par Balzac, donc. Rien que ça. Il n'y a pas la relation à Hugo, c'est dommage, je n'avais pas trouvé encore, ça vient après, mais il y a une belle relation, très belle relation entre Balzac et Hugo aussi. En 1841, oui, Chateaubriand est encore là, hein, c'est en 48 qu'il s'en va. Bon, passons. En 1841, Balzac songe à classer ses œuvres selon un plan d'ensemble. Ayant toujours, malgré ses dettes, conservé ses droits d'auteur, l'heure est venue de publier 1 million de lignes. Déjà 3 éditeurs s'associent pour publier ses œuvres complètes. Le contrat est signé le 2 octobre 1841. Donc là, on est bien dans l'ouverture. Okay, tout s'ouvre pour lui. Il a connu la fermeture, voici l'ouverture. Balzac gagne 15 000 francs et un pourcentage pour chaque volume vendu, c'est le contrat. Les éditeurs demandent une préface. Après plusieurs consultations de plusieurs amis, Balzac écrit une préface de 16 pages et trouve le titre de La Comédie humaine, qui est plus sociologique, mais qui est en relation directe avec la Divine Comédie de Dante. D'accord? On a changé d'époque, mais l'idée est la même. Bon. Donc on peut quand même souligner que Dante, qui impulse la Renaissance, ça donne directement de l'inspiration à Chateaubriand. Alors je ne vais pas renommer tout Chateaubriand, et ça va jusqu'à Balzac direct, hein, et ça continuera après, Hugo et compagnie, jusque dans Proust. Balzac, ouvrez les guillemets, l'immensité d'un plan qui embrasse à la fois l'histoire et la critique de la société, l'analyse des mots et la discussion de ses principes m'autorise, je crois, à donner à mon œuvre le titre sous lequel il apparaît aujourd'hui, la comédie humaine. Est-ce ambitieux? N'est-ce que juste? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le public décidera. Fermez les guillemets. En Ukraine, le mari de Madame Hanska, M. Hansky, décède en novembre 1841. Balzac reçoit la lettre de deuil le 5 janvier 42. De suite, sans manquer de respect aux défunts, il s'enflamme à nouveau, rêve d'un mariage qui finirait ses dettes, désire revoir sa bien-aimée au plus vite. La réponse de Madame Hanska, que Balzac reçoit en février 42, est un refus catégorique. Elle ne veut pas de sa visite, elle a un procès d'héritage à régler à Saint-Pétersbourg, elle ne veut pas se marier, d'ailleurs elle veut avant tout marier sa fille. Ainsi Balzac passe-t-il de tous les espoirs de l'ouverture en janvier 42 à en rajouter Gênes, l'autre sentence, en février 1842. Donc, en rajouter Gênes, troisième sentence de ce trait. La lettre de refus de Madame Hanska plonge Balzac dans une attente de 18 mois. Ils souhaitent ardemment leur mariage, mais leur correspondance devient de plus en plus brève et amère de reproches, car Evelina a eu vent des conquêtes nombreuses féminines d'Honoré. De plus, sa famille n'est pas prête à partager la fortune à millions de la famille Hanska, de M. Hansky. Elle est tout accaparée par le procès d'héritage à Saint-Pétersbourg. Dès 1842, Balzac écrit 2 pièces de théâtre, La fleuriste Pamela, Giraud, et Les ressources de Quinola. Il prépare l'événement dans tout le Paris, mais dès la première du 19 mars 1842, c'est un échec. Néanmoins, comme toujours, sa puissance créatrice romanesque demeure intacte et la comédie humaine continue de s'écrire. En juillet 1843, Balzac reçoit une lettre d'Hanska acceptant enfin sa visite. Aussitôt, Balzac réunit l'argent du voyage pour la Russie tsarine. Le cinquième trait. Le cinquième trait est le dernier yang du bloc. Au-dessus, ce sera un yin. Variante du premier yang, son commentaire se déploie en 3 phrases, 3 sentences. D'un peuplier desséché naissent des fleurs éclatantes. C'est donc une variante de tout à l'heure. Une seconde sentence, une vieille épouse obtient pour mari un jeune noble. On comprend un peu ce qui va se passer. Absence de faute et absence d'éloge. Okay. L'hexagramme dérivé est 32 en durée, ou la fidélité, la constance aussi, où l'on renforce son courage et dépasse ce qui est usuel et routinier afin de maintenir son orientation. Le 17 juillet 1843,
Depuis Dunkerque, Balzac s'embarque vers la Russie, Saint-Pétersbourg. 8 ans qu'ils ne se sont pas revus. Balzac, surendetté, insiste pour le mariage. Anska, indécise, lui demande d'attendre celui de sa fille. Honoré endure. En novembre 1843, il rentre à Paris par le continent en visitant l'Allemagne. À Paris, pour la première fois, Balzac éprouve des difficultés à écrire, notamment son important roman sur les paysans. Il a du mal, c'est la première fois que ça lui arrive. Ça traumatise un peu comment ça se passe. En avril 1944, il est même pris d'un irrésistible besoin de se reposer et de dormir. Honoré, me voilà tout épuisé, dit-il et écrit-il. Je suis comme un sac vide. Donc ça résonne tout à fait avec l'histoire de l'arbre desséché. D'un peuplier desséché naissent des fleurs éclatantes, parle de cette période paradoxale où Balzac, bien qu'il redouble d'efforts pour assurer une situation digne de sa riche bien-aimée, il est tari alors que les parutions de ces volumes de la comédie humaine sont réimprimés les uns derrière les autres comme autant de fleurs éclatantes. Une deuxième sentence. Une vieille épouse obtient pour mari un jeune noble. La vieille épouse, c'est Madame Anska, qui vient de fiancer sa fille. Elle autorise Balzac, récemment anobli par sa comédie humaine, à les rejoindre en voyage à Dresde, en Allemagne. Au printemps 1845, Honoré, Evelina, Anna et son époux voyagent à travers l'Europe. Ils s'appellent comme ça eux-mêmes, la troupe de Saltimbanque. Ils s'amusent. En Allemagne, en France, incognito, en Belgique, en Hollande. En août 1845, Balzac regagne Paris quelques semaines pour les rejoindre et une quinzaine en septembre en Allemagne, puis Balzac rentre à Paris et les Anska continuent leur voyage en Italie. L'idée de son mariage hante Balzac. Il veut à tout prix construire une maison digne de sa future femme, luxueusement décorée. Dans son abondante correspondance à Madame Anska, l'auteur de la Comédie humaine n'écrit plus. À cette période, il se transforme en un collectionneur compulsif de meubles, de tableaux, d'antiquités à grands frais. En janvier 1846, Balzac écrit à Madame Anska à Naples. L'esprit, l'intelligence ne bougent pas. Toutes mes jouissances sont au service de mes souvenirs. Tout m'ennuie, tout m'est désagréable. On peut donc entendre ici absence de faute dans l'ennui et absence d'éloge dans le désagréable. Voilà. Ouais, à l'oreille sensible, on entend ça. En février 1846, Balzac continue ses dépenses excessives d'antiquités pour décorer leur futur palais qu'il cherche aussi. Il n'écrit plus que pour régler quelques dettes. En mars, il part rejoindre les Saltimbanques à Rome. De retour à Paris, Balzac lui décrit ses nouveaux projets d'écriture. Il veut écrire 2 œuvres capitales, dit-il. À la mi-juin et juillet, Balzac se sent à nouveau d'une activité dévorante. Sa grande puissance créatrice recouvrée, Balzac écrit ses 2 derniers chefs-d'œuvre. C'est La cousine Bette et Le cousin Ponce, publié en 1847. En septembre, alors qu'il espère se marier à Metz, Balzac se rend auprès de Madame Anska à Wiesbaden, où se déroule le mariage d'Anna et du comte le 13 octobre 1846. À Paris, à l'automne 46, Balzac trouve enfin la maison digne de sa future femme, le pavillon Beaujon, rue Fortuné. En février 1847, Balzac part chercher Madame Anska à Forbach pour son second voyage à Paris. Enceinte à 45 ans, Evelina accouche d'un enfant mort-né, Victor Honoré. Rétablie après un long voyage en Europe, elle doit retourner chez elle en Ukraine. Tout en haut de grand excès, donc on est au 6e trait, le yin d'en haut, après le bloc des 4 yang, de la poutre fêtière. Tout en haut de grand excès, un yin d'un temps plus court. Son commentaire s'articule en 4 sentences. Traversée à guet excessive, le sommet de la tête est submergé, fermeture, absence de faute. L'hexagramme dérivé est 44 être accueillant, ou aller à la rencontre, où après cette poussée du yang, il faut s'ouvrir au yin et à des circonstances nouvelles qu'on aurait eu tendance à ne pas vouloir. Pardon.
Anna mariée, la cousine Bette et le cousin Ponce, prêts à la publication, Balzac peut enfin se rendre pour la première fois en Ukraine, chez sa riche promise à Vierchovnia. En septembre 1847, sa traversée excessive sans halte ne dure qu'une semaine. En Ukraine, Balzac, dont le surnom est Bill Bocquet dans la famille, pour la mère et la fille, découvre l'immensité des terres et du servage de cette noble famille habitant un grand château. Déjà, il imagine quelques projets d'exportation de bois vers la France. À son désir de mariage, la famille ukrainienne est défavorable et Evelina, effrayée par ses dépenses excessives, demeure indécise. Le sommet de la tête est submergé. Deuxième sentence. Obligé par son endettement, Balzac quitte l'Ukraine en plein hiver, en janvier. Après un voyage pénible et difficile, il arrive en février à Paris, février 1848, en pleine effervescence politique. Dans cette agitation politique balayant la monarchie, Balzac tente une place de député, en vain. Échec. Dans cette agitation politique, ses pièces de théâtre ne trouvent pas le succès escompté. Dans cette agitation politique, l'Académie française le refuse, malgré les voix de Hugo et Lamartine. Toujours endetté, Balzac continue ses dépenses excessives pour la décoration de leur maison rue Fortuné. Fermeture, troisième sentence. En septembre 1848, Balzac quitte Paris pour un second voyage à Vierchovnia, où il arrive en octobre. Alors que son premier séjour en Ukraine était un enchantement, Balzac ne se sent plus qu'un autre très choyé. Madame Anska, qui retarde encore leur mariage, lui reproche encore ses folles dépenses pour la maison qu'elle ne s'imagine même pas habiter un jour. Sans le sou, Balzac est miné, tari, littéralement épuisé. Pendant le voyage, il a attrapé une bronchite. Après l'aditement, il ne se déplace plus que péniblement. Il perd son souffle et se fatigue même à parler. La fièvre revient, c'est une pneumonie. Alité, Balzac ne peut même plus écrire que quelques lettres très rares. Ainsi se passe l'année 1849 où Balzac est malade. Fermeture. Quatrième sentence, absence de faute. Et dernière. Début 1850, constatant Balzac à bout de force, Madame Anska se décide enfin au mariage. En petit comité, il se marie en Ukraine le 14 mars 1850, puis rentre au château. Heureux de ce vœu enfin accompli, Balzac recouvre un peu de vigueur avant qu'une grave rechute, cœur, poumons, yeux, ne le remettent au lit. C'est donc en très mauvaise santé que le couple Balzac entreprend le périlleux voyage jusqu'à Paris en mai 1850, effectué en un mois par petites étapes. Après leur arrivée, rue Fortuné, devant la maison illuminée, les portes sont fermées. Le domestique est devenu fou, il finira la nuit interné. Mauvais présage, dit Balzac. Avec cet ultime voyage, son état de santé s'est encore aggravé. Il écrit sa dernière lettre à son ami Théophile Gautier. « Je ne puis plus lire ni écrire », lui écrit-il. Définitivement alité, parmi ses visites, celle de Victor Hugo, devant son agonie. Honoré de Balzac décède le 18 août 1850 et le 22 se déroule son enterrement au Père-Lachaise, à Paris donc, où Hugo prononce un mémorable éloge funèbre. Voilà pour l'ami Balzac. Ciao.